Jamais dans l'histoire des lois en Côte d'Ivoire, une loi n'a fait aussi l'objet de consensus comme celle-là, celle qui a été votée en 1998 sous Henri Konan Bédié. Je me souviens que tous les acteurs politiques étaient ensemble auprès de tous les parents pour les sensibiliser, leur expliquer le bien fondé de la loi. Elle a fait l'objet d'un consensus avant d'être votée. Maintenant, il faut qu'on l'applique. Mais les audiences foraines que je vais organiser, il n'y a pas que ça. Ça vise à faire l'état des lieux. Parce que, est-ce que beaucoup d'Ivoiriens se demandent pourquoi autant d'atrocités, particulièrement à l'ouest de la Côte d'Ivoire? Mais posons-nous la question, parce qu'il y a bien quelque chose. Les Ivoiriens se retrouvent en exil au-delà de la frontière, pendant que d'autres citoyens du monde que nous avons acceptés librement, eh bien, occupent eux-mêmes les terres, et chaque fois qu'ils doivent se rencontrer, c'est des conflits, c'est des achoppements, c'est des attaques. Il faut aborder ces questions avec sérieux, avec justice, droiture, pour rendre la justice aux Ivoiriens. Je pense que le problème foncier n'est pas nouveau, hein, parce qu'il est ancien. Maintenant, on a tous les yeux tournés vers l'Ouest. On est heureux de savoir que vous pourriez avoir des solutions qui permettraient aux Ivoiriens de sortir. Vous l'avez consigné, un Ivoirien... Un titre foncier. Un titre foncier. Alors, nous allons poursuivre justement Franck. Oui, et demander justement quelle est votre approche précise au-delà de cette démarche en Ivoirien, un titre foncier, puisque on sait que le problème était assez cuisant dans plusieurs parties de la Côte d'Ivoire en tout cas. Est-ce que vous trouvez normal qu'une mine d'or, un gisement comme le Mont Péco, soit occupée par des gens venus de je ne sais où pendant 5 ans et que l'État de Côte d'Ivoire ne soit pas capable de nous libérer ce Mont Péco? Est-ce que c'est ça le vivre ensemble dans la sous-région? Vous trouvez normal? Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Les Ivoiriens s'en plaignent. Ils nous le font savoir à longueur de journée. Est-ce qu'on se met à leur écoute? Est-ce qu'on gouverne pour eux? Est-ce que c'est pour eux que nous sommes là? Est-ce qu'ils peuvent trouver réparation de leurs torts à nos côtés, auprès de nous? Est-ce qu'ils peuvent trouver sécurité auprès de nous? Est-ce qu'ils peuvent se convaincre que nous gouvernons pour eux aussi? Pour qu'ils ne soient pas dépossédés, sans avoir de recours sur leur propre sol. Est-ce qu'on peut, par une politique généreuse mais un génie, remettre la confiance en toutes ces populations et faire en sorte que la Côte d'Ivoire, en restant toujours terre d'accueil, terre d'hospitalité, soit maître de sa souveraineté? Alors, nous allons poursuivre et nous allons maintenant aborder une question qui vous tient également à cœur en matière de politique régionale. Que comptez-vous offrir aux Ivoiriens? Parce que de manière très dure, vous avez dénoncé dans votre document qu'il va falloir revoir la copie et trouver les solutions. Alors, quelles sont les solutions de M. Kouadio Konan Bertin? Dans quel domaine vous avez dit? Régional, politique régionale. Alors, ça me rappelle une chose que j'ai failli oublier. Parlant de la réconciliation, j'ai décidé, si les Ivoiriens me font confiance, de transformer la fête nationale en une fête de la réconciliation. À tour de rôle, chaque région de la Côte d'Ivoire va l'abriter comme par le passé. Et nous allons lui donner un contenu. Inciter les populations de ces régions qu'on va visiter à poser des actes allant dans le sens du pardon et de la réconciliation. Je dis que je combattrai les disparités régionales. Il n'est pas normal que la Côte d'Ivoire se résume à Abidjan et Abidjan seul. Il faut décentraliser. Et c'est pourquoi je vous ai dit que je vais créer 6 zones industrielles, des pôles, faire en sorte qu'en fonction des spécificités des régions, parce qu'une zone peut abriter 2, 3, 4 régions, par rapport aux richesses de l'endroit, comment on monte des usines adaptées à ces richesses, pour que ces régions soient elles-mêmes autonomes dans la conduite de leurs affaires, en mettant en place des conseils d'administration mixtes, en veillant à ce que là-dedans, il règne le respect du bien public, la culture de la transparence, la culture du respect de ce qui ne vous appartient pas. Comment vous pouvez accepter, en Côte d'Ivoire, que nous continuions de vivre
cette situation dramatique qui veut que, dès lors que vous êtes nommé directeur général d'une société, alors même que vous n'avez même pas continué de poser d'actes qui impactent votre secteur, vous êtes propriétaire de milliards, titulaire de milliards sur des comptes à l'étranger. Et ça ne préoccupe personne. Et en Côte d'Ivoire, c'est cette culture. C'est cette culture. Et il faut que, justement, on apprenne à punir. Voyez-vous, je ne veux pas... sur la notion de punition. Je vois que vous tenez... vous étiez en train de développer. Hein, oui. Nous écoutons avec beaucoup d'intérêt. D'ailleurs, la création des 6 agences de développement, son fonctionnement. Mais je comprends que chaque fois que vous avez l'occasion, vous y allez. Hein. Oui, parce que je ne peux pas comprendre. Oui. Je ne peux pas comprendre, ou je m'explique difficilement, ce fait-là que nous fréquentions les mêmes établissements, les mêmes universités, que des Ivoiriens, que des citoyens d'ailleurs, et qu'à la pratique, nous soyons à bricoler avec nos pays comme nous le faisons. J'ai vécu une situation que je ne peux pas oublier. À l'aéroport international de Roissy-Charles de Gaulle, alors que je revenais à Abidjan, dans l'attente de l'embarquement, j'ai observé un Ivoirien dans une attitude digne, qui après avoir consommé, eh bien, je crois, quelques fruits, eh bien, a pris les ordures pour les déposer, les déchets pour les déposer dans la poubelle, tranquillement. J'étais heureux et fier du comportement de cet Ivoirien. Il se trouve que dans l'avion, il est mon voisin. Nous atterrissons à Abidjan, à l'aéroport au Fouette-Boigny. Quand nous sortons de l'aéroport, au moment de nous dire au revoir, le dernier sachet qu'il avait, il le jette dans la rue. Je dis, cher frère, comme c'était beau de te voir faire ce que tu as fait en France, pourquoi en France, tu es un autre homme et en Côte d'Ivoire, tu es nos citoyens? En France, tu sais où on jette les ordures. Et en Côte d'Ivoire, tu penses que ce qui est bon pour nous, c'est de la rue. Vous voyez bien la différence? C'est parce que justement, nous n'avons pas pris le soin de punir pour convaincre les Ivoiriens de la rigueur dans le civisme et la rigueur morale. La rigueur morale. Une des choses dont souffre la Côte d'Ivoire, croyez-moi, c'est le désordre. Or, dans le désordre, on ne peut rien construire. Ces nombreux embouteillages que nous vivons à travers la ville d'Abidjan, très souvent, sont le fait de l'intolérance, de l'insoumission. Parce qu'on ne respecte plus nos policiers. À partir du moment où on considère que c'est notre tour et qu'on a vaincu les forces de l'ordre, on leur impose tout. On ne les respecte plus. Nos policiers, aujourd'hui, servent de décor. Ils ne sont même pas armés. Comment voulez-vous que ces agents des forces de l'ordre soient en situation psychologique pour veiller sur nos maisons pendant qu'eux-mêmes sont chassés de leurs maisons? Eh bien, je vous démontrerai dans la dernière partie de ce que je propose comme plan stratégique pour reconstruire ou construire une économie durable et efficace. Comment je vais redonner de l'espoir? Eh bien, au monde, justement, la sécurité, c'est-à-dire les militaires, les policiers, les gendarmes, les eaux et forêts, les douaniers et que sais-je encore. Parce qu'il faut les saluer pour ce qu'ils font dans les conditions qui sont les leurs, dans une Côte d'Ivoire complètement défigurée, qui a besoin de rassurer tous ceux qui vivent chez nous sur leur sécurité, leur vie et sur la sécurité de leurs biens. Alors Olivier Konan, pour suivre justement lors de cet échange, nous allons revenir sur le volet développement local. Pour les 6 pôles de développement économique que vous comptez mettre en place, ce n'est pas déjà le désir absolu en matière de développement local puisque les conseils régionaux prennent en charge la politique de développement de l'État au plan décentralisé. Comment ces 6 pôles vont fonctionner avec les conseils régionaux? Ou bien vous allez les supprimer? Les conseils régionaux disparaissent. Est-ce que vous avez vu un seul conseil régional qui nous a fait inaugurer une usine de banane ou de palmier à huile? Pas une usine, mais il y a des écoles qui ont été inaugurées. Très bien. Ça ne suffit pas l'école. Quand vous avez formé nos enfants, ils servent à quoi par la suite s'il n'y a pas de débouché? C'est pendant que vous les formez, ce qui est une bonne chose, il faut justement, dans toujours la logique de prévenir, prévoir leur point de chute. Et c'est pour cela que je dis, dans ma vision nouvelle que je propose à la Côte d'Ivoire, faire en sorte que ces jeunes gens, en sortant des écoles, des universités, parce que nantis de diplôme, est des points de chute par les usines qu'on va créer. Au nord, il y a la narcade. Au nord, il y a la mangue. Au nord, il y a le soja. Au nord, il y a tout ce que vous savez. Pourquoi ne pas créer au nord de la Côte d'Ivoire ce pôle industriel avec des moyens conséquents, et je vous ai dit les budgets que je vais allouer
pour que justement nous favorisions, incitons les Ivoiriens de cette partie de la Côte d'Ivoire à donner de la valeur aux mangues avec lesquelles ils jouent tous les jours. Pourtant, ils sont loin de savoir que leur bonheur se trouve dans ces mangues. Ailleurs, ça se fait. Il n'y a qu'à le leur dire, leur montrer le chemin et créer les conditions pour que ce soit possible. Alors, dans ces moyens que vous allez allouer, est-ce que la mécanisation de l'agriculture est prévue? Bien entendu, je vous ai dit que malheureusement, on ne peut pas dire tous les détails. Oui, moi, j'ai connu mon père avec les machettes. Moi aussi, j'ai travaillé avec les machettes. Si je ne peux pas proposer autre chose à nos jeunes générations, alors à ce moment-là, nous n'aurions rien apporté. Et bien de plus, car n'oubliez pas que chez nous, on dit chaque génération doit avoir le souci de léguer aux plus jeunes plus qu'elle n'a obtenu des anciens. Il est clair que nous ne sommes pas heureux et fiers que notre agriculture continue dans ce sens, de voir nos enfants et nos petits-enfants demain continuer encore avec les dabas et les machettes. Alors, l'un des volets sur lesquels vous insistez également, c'est le volet social. Nous allons essayer d'échanger avec vous sur la question. Alors, en matière de politique sociale, vous envisagez d'investir 1000 milliards, je dis 1000 milliards, dont 500 milliards seront consacrés à la couverture maladie pour tous. Oui. Que recouvre cette appellation et quelle est l'originalité de cette couverture? Vous savez, personne sur Terre ne peut entreprendre s'il n'est pas en bonne santé. S'il y a des choses que le monde entier a enviées à notre pays, avant la mort du père fondateur, il me semble que c'est dans nos hôpitaux, le CHU, qui faisait notre fierté, et même les établissements privés, que nos voisins tous, nous venions ici pour nous soigner. Aujourd'hui, devant la misère et la paupérisation, ces hôpitaux sont vides et n'ont plus de contenu. Et nos populations n'arrivent plus à se soigner convenablement. L'Ivoirien est encore à ce stade à se demander, mais de quoi demain sera fait, alors même que mes enfants sont malades? Comment je m'y prends pour les soigner? Je suis enceinte, je suis à 1 semaine de l'accouchement, j'ai peur. Parce qu'en voulant donner la vie, je crains pour ma vie. Et pourtant, il y a 20 ans, nous étions bien loin. Et il faut justement faire en sorte que les soins soient gratuits, qu'ils soient supportables. Surtout par une population qui a été suffisamment appauvrie et qui proie plutôt sous le poids des effets de la guerre et de la misère. C'est pourquoi je dis, je créerai ces conditions spéciales pour permettre aux Ivoiriens d'avoir un accès facile aux soins et gratuitement. Je ne veux pas me cantonner à servir aux Ivoiriens des slogans creux qui n'ont pas de contenu. Je sais que tous les régimes qui se succèdent nous font croire que les hôpitaux, les soins sont gratuits. Vous y allez toujours comme moi, parce que nous autres n'avons pas le choix d'aller ailleurs que d'aller dans les CHU qui sont vides, les médecins sont démoralisés. La Côte d'Ivoire se cherche dans ce domaine précis. C'est pourquoi ces mesures que j'indique vont viser justement à agir concrètement sur la qualité des soins et rassurer les populations qu'elles peuvent encore retrouver la vie dans nos hôpitaux. Il faut d'ailleurs les accroître. Il faut les accroître parce que notre population s'accroît et il faut faire en sorte de rapprocher également là les hôpitaux équipés des populations. Oui, parce qu'il nous est arrivé souvent, parce qu'on est dans ce peuple, de vivre des situations dramatiques, de tenir des malades dans les mains, à des distances très éloignées du seul centre où on peut lui donner de l'espoir, et avant d'arriver sur les lieux, ce dernier décède. Quand j'étais tout petit, que je découvrais l'autoroute du Nord, mais qu'est-ce que c'était fabuleux. J'ai remarqué qu'à chaque kilomètre, le président Houphouët avait prévu le téléphone. Certainement, c'était pour prévenir les accidents. En cas d'accident, vous pouvez téléphoner tout de suite les sapeurs-pompiers pour que dans les meilleurs délais, ils viennent à votre secours. Mais les mêmes Ivoiriens ont enlevé ce même téléphone parce que j'imagine que c'est l'aluminium qui se retrouve
en train de faire la marmite pour qu'on mange. C'est bien, c'est beau tout ça. Mais il faut que chaque chose serve à quelque chose. Vous voyez? Donc c'est dans nos mentalités qu'il faut aller chercher. Il faut sensibiliser les Ivoiriens pour que nous ne soyons pas nous-mêmes mentalement contre le développement. Contre le développement. À Abidjan, il y avait également beaucoup de téléphones, des cabines téléphoniques. Tout ça a disparu. Pour servir à quoi? Il faut préparer nos mentalités à accueillir le développement, à l'accepter et à l'accompagner. J'ai vu les deux côtés du tronçon du boulevard Valéry jusqu'à Destin. Le gouvernement Bédié s'est efforcé de planter là des arbres. Mais vous trouverez tous nos taxis d'Abidjan. La voie est ouverte, mais ils ont toujours cogné un de ces arbres pour qu'il ne pousse pas. Allez-y en Allemagne, allez-y en France, allez-y en Belgique, que c'est beau tout ça. Mais il faut justement éduquer l'Ivoirien. Et c'est tout ça que j'appelle l'Ivoirien nouveau. Et aucun de ces arbres n'a survécu. Comme on a le soleil en abondance, eh bien nous y sommes. Alors, et pourtant, on a dépensé beaucoup de milliards à planter ces arbres. Oui. Et nous sommes toujours dans un perpétuel recommencement, à investir, réinvestir dans la même chose pour gaspiller de l'argent. D'accord. Monsieur Kouadio Konan-Bertin, l'assurance santé universelle, l'argent, on le sait, ça va très vite. Vous avez mis 500 milliards. Mais qu'est-ce qui est prévu pour la pérennisation de cette initiative? Écoutez, quand je vous indique que par la création, par l'industrialisation de la Tchéké, j'apporterai 2000 milliards par an que je vais accorder à nos forces de l'ordre. Je me propose de créer une banque, la banque des militaires. La banque des militaires. Les militaires, dans mon esprit, c'est les gendarmes, c'est les policiers, c'est toutes les forces de l'ordre. Et cette banque-là sera gérée par des professionnels. De sorte que, premièrement, 1000 milliards soient alloués au salaire des militaires. Ils verront leur salaire multiplié par 5. Multiplié par 5. Et 1000 autres milliards vont être consacrés à créer justement des conditions de l'épanouissement, c'est-à-dire le logement, leur santé. On va construire des hôpitaux pour les médecins, comme ça se fait partout ailleurs dans le monde, avec du personnel médical des plus qualifiés. Nos militaires ne vont plus avoir de soucis pour se soigner. Tout comme on va construire leur logement. Mais ce logement, plutôt que de continuer à les regarder impuissants, eux-mêmes chercher à préfinancer, eh bien, leur logement, la banque que je crée pour eux, et cette banque-là va préfinancer donc ces logements. Et chaque militaire, chaque policier, chaque gendarme s'adressera à sa banque, la Banque nationale pour les militaires, je peux donner tous les noms que vous voulez, et c'est cette banque-là qui va veiller à créer les modalités pour permettre à ces policiers, à ces gendarmes et à ces militaires d'être propriétaires d'une maison pendant qu'ils sont en service et pour leur retraite. Et comme ces 1000 milliards permettront également de donner de l'argent par la transformation de la Tchéké à l'éducation, puisque la Tchéké, je vous ai dit qu'elle va donner à la Côte d'Ivoire 20 000 milliards. Je vous dis que les manques donneront aussi 20 000 milliards par an. Sur la production de 20 000 milliards par an par les manques, je vais prendre simplement, parce que l'État prélève seulement 10%. 10%, je prends seulement 2 000 milliards que je consacre à l'école ivoirienne. À partir de ces 2 000 milliards, je vais rehausser le salaire des enseignants, leur donner également le goût du travail. Avec ces 2 000 milliards, je vais investir dans la construction d'universités de pointe, en équipant celles qui existent. Donner des bibliothèques à toutes ces universités pour occuper nos enfants. S'ils sont convaincus qu'en allant à l'université, ils trouvent sur place des bouquins, ils ne vont pas faire autre chose. Mais en même temps, il faut que je convainque les Ivoiriens de ce que, plus jamais en Côte d'Ivoire, un concours ne sera payant. Pour devenir gendarme, vous ne pouvez pas vous endetter à hauteur de 3 millions, 4 millions pour être admis à ce concours. Mais quand vous avez payé 4 millions pour devenir gendarme, un V, demandez-moi avec le salaire que vous avez aujourd'hui, vous travaillez combien de temps pour payer cette dette? Je vais vous dire une des raisons pour lesquelles j'ai marché en 2010 sur la RTI, que j'ai marché encore il n'y a pas 2 semaines sur la RTI, parce que j'estime que la RTI peut être un instrument de cohésion sociale, un instrument qui redonne confiance aux Ivoiriens, qui les remettent ensemble et qui peut être au service du développement. À supposer un seul instant qu'une fois président de la Côte d'Ivoire, je choisis de faire en sorte que les concours de la gendarmerie, les concours d'entrée à l'ENA, à l'ENS, du moins tous les concours, on dépouille publiquement à la télévision ivoirienne.
C'est un système que vous voulez mettre en place. Oui, un système, on dépouille publiquement. Les Ivoiriens savent publiquement qui a eu quelle note et qui est admis. Il n'y aura pas de quota de la présidence de la République. Une fois que j'ai convaincu les jeunes de ce qu'ils peuvent compter sur leurs propres forces pour être admis à un concours, croyez-moi, ils vont aller en bibliothèque pour bosser et ne plus choisir le chemin d'aller chercher à corrompre pour avoir un concours. Mais quand ils vont en bibliothèque, il faut qu'ils trouvent des bouquins, ce qu'ils veulent sur place. Donc les 2000 milliards vont aider à donner des bourses au grand nombre d'élèves de Côte d'Ivoire, y compris les enfants de militaires. À ce moment-là, ils n'auront pas de soucis. Et comme ils savent qu'ils doivent tout, désormais, à la Côte d'Ivoire, à la patrie, eh bien, ils la défendront corps et âme. Monsieur Kouadio Konan Bertin, votre politique pour développer la Côte d'Ivoire, votre politique d'investissement est basée sur 3 piliers, avec l'un qui est la défiscalisation. Vous prévoyez 20 000 milliards pour la TIEK. Alors, c'est la TIEK qui sera industrialisée. L'industrie suppose un investissement. Cet argent, vous l'avez déjà à profusion, ou bien c'est des emprunts, vous voulez limiter aussi vos emprunts. Maintenant, la deuxième chose, les 20 000 milliards, c'est la consommation locale ou c'est la consommation dans le monde entier? Vous avez déjà exploré les zones de consommation? Bien sûr. J'ai été à Paris et j'ai été offusqué de me rendre compte qu'à Paris, c'est des Chinois qui ont des magasins de la Tchéquie et qui le vendent, qui en font une activité prospère et ils vivent de ça en France. Et je vois des Ivoiriens, des Adjoukourou, puisqu'en Côte d'Ivoire, quand on parle de la Tchéquie, on pense tout de suite à Adjoukourou. N'oublie pas que quand on était plus petit, il y avait ce refrain qui voulait que l'Adjoukourou mange la Tchéquie sans boire de l'eau. C'est une petite parenthèse, un coucou à mes parents de Dabou. Et c'est les Adjoukourou qui viennent acheter de la Tchéquie en France dans les magasins tenus par des Chinois. Regardez la population chinoise, dans sa taille que nous connaissons. Si nous réussissons à percer ce marché chinois et faire en sorte qu'une seule boute d'Atchéké qui ne coûte que 300 francs CFA, nous le vendons aux Chinois qui prennent l'habitude de consommer l'Atchéké une fois, ne serait-ce que par an. Imaginez ce que ça nous rapporte. S'ils consomment l'Atchéké parce que ça rentre dans leurs mœurs, une fois par mois, imaginez ce que ça nous apporte. S'ils le consomment une fois par semaine, ça engendre beaucoup de sous, mais que l'Ivoirien ignore. Parce qu'on se contente pour l'instant des bienfaits du café et du cacao. Mais vous avez compris? La transformation de la TK, comment vous financez cette usine-là? Je vous ai dit le chemin. On ne peut pas compter sur l'épargne puisqu'on ne finance le développement par l'épargne nationale. Parce que si votre politique de défiscalisation ne marche pas, la machine sera grippée. Elle ne peut pas ne pas marcher. Elle ne peut pas ne pas marcher. C'est la clé de voûte de votre programme. Elle ne peut pas ne pas marcher. C'est la clé de voûte. Parce que justement, il se trouve heureusement dans le monde beaucoup de bailleurs de fonds, beaucoup d'investisseurs qui veulent placer leurs capitaux. Mais les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Mais bien sûr, et créons, quand je vous parle de paradis fiscal, c'est bien un intérêt. Je démontre à ces hommes qui peuvent venir prospérer, se faire de l'argent en Côte d'Ivoire, bien sûr, chaque partie tire profit, les Ivoiriens tirent profit et tirent profit. C'est pas l'emprunt. Je pense que c'est pas l'emprunt. Monsieur Kouadio, vous avez été suffisamment clair, on a compris votre mode de mais moi, pour l'assurance santé universelle, j'aurais quand même, parce que vous nous dites que bon, vous allez compter un peu sur la Tchéquie, tout ce qui est produits agricoles. Mais alors pourquoi prélever sur les produits agricoles? Vous le dites. Il y aura des taxes même sur la téléphonie mobile pour pouvoir soutenir l'assurance maladie. Oui, parce que, vous voyez, quand j'étais à l'origine de ces choses-là... Donc ce n'est pas gratuit. Non, non, c'est gratuit pour les consommateurs. L'État paye à leur place. Et non, rien n'est gratuit. L'État donne. Sur la téléphonie mobile. Mais bien sûr, tout le monde parce a déjà que un téléphone portable. J'imagine que nos frères qui sont dans ce secteur se font beaucoup d'argent. Ils peuvent consentir à se rendre utiles à leurs concitoyens, sans rien perdre en réalité. Parce que sur les taxes que nous percevons, nous négocions, nous parlons avec les uns et les autres pour convenir de ce qui peut être fait sans leur causer des dommages et des torts, pendant qu'ils maintiennent, leurs acquis, comment justement, à partir de possibilités qui peuvent offrir, aider le peuple à mieux se soigner. Mais pour que les Ivoiriens puissent téléphoner, il faut bien qu'ils vivent, il faut bien qu'ils soient en bonne santé. Tout est lié. Je me souviens, à l'origine, Ivoiris. Rien que biper simplement, sans téléphoner, on payait 500 francs. Très bien. Alors, vous allez vous permettre de... Vous pouvez vous imaginer oui. les fortunes qu'ils ont dû engranger dans ce pays. Je pense qu'ils peuvent consentir
à aider les Ivoiriens à se soigner gratuitement. Monsieur Kouadio, nous allons revenir un peu sur, au niveau justement de la promotion de la femme. Vous avez précisé dans un document que cela vous tient à cœur. Est-ce que de manière très concrète, vous pouviez nous dire de quoi il s'agira et comment se fera cette promotion? D'abord, en la matière, je ne referai pas le monde. Beaucoup avant nous ont dit peut-être les mêmes choses. Mais ce que je veux dire, depuis nos valeurs africaines, voyez-vous, quand vous allez trouver un chef, un vrai chef ivoirien, à qui vous posez un problème, il vous répond tout de suite en vous disant que la nuit porte conseil. Un vrai chef en Côte d'Ivoire, avant même qu'on ait connu la culture occidentale, ne donne jamais une position immédiatement. Mais quand il vous dit que la nuit porte conseil, de quoi s'agit-il? Vous croyez que la nuit noire, comme ça, peut porter conseil? C'est parce que ce chef-là, eh bien, quand il va se coucher, il a bien quelqu'un dans son lit à qui il va soumettre ce que vous lui avez posé comme problème. C'est son épouse. Pour vous dire que déjà dans nos sociétés, les femmes occupaient déjà ou occupent une place de choix. C'est elle qui donne la vie. Elle mérite un regard particulier. Beaucoup de nos traditions n'ont pas favorisé leur contact des femmes avec l'école. Il faut faire en sorte que toutes nos filles, nos enfants aillent à l'école. Je vais m'y employer pour que nous puissions combattre l'analphabétisme. Faire en sorte que ces femmes, parce qu'elles sont devenues intellectuelles, parce qu'elles sont l'égale de l'homme désormais, elles aussi puissent avoir des places de choix dans tous les milieux qui décident. La femme, elle a cette spécificité, parce qu'elle donne la vie, et bien justement, de pouvoir en prendre soin. Et d'ailleurs, je vais vous faire remarquer que mes nombreux voyages dans le monde m'ont fait découvrir que les grands pays qui marchent, qui fonctionnent, sont les pays où les femmes ont des pouvoirs. J'étais en Angleterre, je sais ce que c'est. J'ai été aux États-Unis, je sais ce que c'est. J'ai été en France, un peu partout en Europe, je sais ce que c'est. Ça vous inspire? Vous avez envie, bien sûr. Vous avez envie de faire la même chose? Mais bien sûr. Très bien. Et c'est pour ça que je vais combattre systématiquement toutes les formes de violence faites aux femmes. J'observe, malheureusement, que dans nos sociétés aujourd'hui, elles sont combien qui peuvent regarder tous les Ivoiriens en face pour dire « on m'a donné ce poste sans me demander quelque chose en retour, du moins sans me demander mon corps ». Eh bien, tout ça doit prendre fin. C'est pourquoi j'ai décidé d'augmenter la location familiale qui jusque-là était à 2500 francs. Eh bien, je décide de faire passer le montant de la location familiale à 5000 francs. Mais entendons-nous bien, mes chères sœurs, je ne vous donne pas cet argent pour vous inciter à faire beaucoup d'enfants. Je vous donne cet argent pour alléger vos tâches. La guerre a fabriqué beaucoup de veuves dans ce pays. Les difficultés sont énormes. C'est une mesure que je prends pour redonner à la femme sa dignité. Et ce montant-là sera versé immédiatement, directement aux femmes pour qu'elles en soient les seules et bien qu'ils décident de ce qu'elles veulent en faire. Alors, nous allons aborder quand même. Oui, Fadiga, oui. Oui, juste pour ça, je dis à entendre M. Kouadio Konan-Bertin, les femmes doivent être en train de sourire, il y a beaucoup de choses. Mais là, vous l'avez dit, c'est dans le noir que la femme elle donne les bons conseils. Mais dans la journée, on se rend compte que la femme, elle ne sert pas à grand-chose. Même dans votre projet de société, vous l'avez dit, que pour la parité, aujourd'hui on se bat pour la parité des femmes. Mais cette parité elle sera progressive. Pourquoi? Pourquoi pas immédiatement? Mais puisque par le passé, on n'a pas pensé les scolariser comme on l'a fait pour les hommes. Je veux bien assurer la parité. Oui, il y en a. Mais est-ce qu'elles sont en nombre suffisant pour penser qu'elles sont aujourd'hui, on est prêt à faire en sorte? Oui, je dis déjà même, ne serait-ce que Premier ministre. C'est possible. Bon, ça, c'est pas. Oui, c'est possible. Très bien. Et alors, je vous indique que mon porte-parole dans cette campagne, qui a été d'ailleurs ma directrice de campagne au dernier congrès du PDCI-RDA, Mme Gbako Sibonayeri est là, c'est une dame dont je suis fier et je reconnais ses qualités. C'est une dame qui peut servir de modèle et accompagner, indiquer le chemin à ses sœurs, parce que j'entends justement faire ce que je dis, l'Ivoirien nouveau, que je défends.
c'est celui dont les propos ou les actes sont en conformité avec les propos. Alors, je vous le dis parce que je vais le faire. Très bien. Alors, nous allons, M. Kouadio Konabertin, nous allons aborder le dernier volet. Hein. Nous l'avons dit, c'est les relations internationales. La Côte d'Ivoire a commencé à se repositionner au plan international. Quelle est votre vision? Qu'entendez-vous faire de cette Côte d'Ivoire dans le cercle des nations? En tant que disciple d'Oufoué, petit-fils d'Oufoué, je m'approprierai ce slogan qui lui était cher, à savoir la Côte d'Ivoire, amie de tous, ennemie de personne. Je ferai en sorte que la Côte d'Ivoire ne s'éloigne pas de ce slogan. Mais voyez-vous, on ne peut pas humilier davantage la Côte d'Ivoire quand on ne paye pas le loyer à l'extérieur de nos ambassades. J'ai été souvent meurtri de voir les bagages des ambassadeurs parce que vidés de leur loyer parce que simplement on n'a pas payé. Ça ne ressemble pas à la Côte d'Ivoire. Des fonctionnaires internationaux, des diplomates qui sont les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire, qui se retrouvent 4, 5, 6 mois sans salaire, dans des conditions difficiles, de climat aussi difficile, insupportable. Comment pense-t-on que cela peut travailler au rayonnement de notre pays? C'est un secteur qui est particulier. Je veillerai. Rien qu'en faisant en sorte que nos diplomates, par leur allure, communiquent aux autres du monde la fierté nationale, l'assurance, la foi et la confiance en une Côte d'Ivoire qui est debout, qui rayonne et qui gagne. Mais en faisant en sorte de ne jamais considérer ou faire de la Côte d'Ivoire une base arrière de quelques malfrats qui déstabilisent les régimes autour de nous. Un coup d'État, ça se condamne. On peut le traiter de révolution des œillères en Côte d'Ivoire, mais ailleurs, comme au Burkina, on a vécu ces derniers temps, tout le monde entier a condamné ce coup de force, sauf mon pays, la Côte d'Ivoire. Ça, ce n'est pas normal. Et la Côte d'Ivoire ne peut pas se donner cette vocation. Je veillerai pour la paix dans la sous-région, que la Côte d'Ivoire, qui est un havre de paix, qui accueille pour donner le bonheur et le progrès aux autres, ne soit pas une base arrière pour déstabiliser les régimes des pays voisins. Ça, c'est un engagement. Mais si je le fais pour les autres aussi devraient le faire pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire. C'est aussi simple que ça. Et donc, sans m'éloigner de ce slogan et cette vision du père fondateur, je resterai dans la droite ligne de la pensée, de la philosophie du père fondateur pour faire de la Côte d'Ivoire un pays qui soit ami de tous et ennemi de personne. Monsieur Kouadio Konabertin, vouloir être président de la République suppose avoir un carnet d'adresses, également aussi une expérience au plan international. Vous pensez que vous remplissez ces conditions devant les Ivoiriens? Je vais dire mieux. Le président Gbagbo, en 2010, croyait bien dire, en disant que son adversaire, Alassane Ouattara, était le candidat de l'étranger et lui le candidat des Ivoiriens. Ce qui est vrai. À l'arrivée, je constate que le candidat de l'étranger est président des Ivoiriens, pendant que le candidat des Ivoiriens est prisonnier à l'étranger. Ça suffit pour qu'on comprenne que, malheureusement, tout ne se décide pas chez nous, pour l'heure. C'est pourquoi, de toute façon, en tant que militant du PDCI-RDA, je peux vous dire, vous ne trouverez pas dans le monde une seule oreille qui ne soit attentive à l'œuvre d'Oufoué. Ils sont des milliers. Et je n'ai pas attendu le débat pour le comprendre, moi qui ai voyagé beaucoup ces derniers temps, parce que justement, le monde, dit-on, est un village planétaire et la Côte d'Ivoire ne peut pas évoluer en vase clos. La Côte d'Ivoire ne peut pas se construire sans les autres. Les autres ont besoin certainement d'avoir des intérêts chez nous. C'est une relation de gagnant-gagnant que nous allons construire avec nos partenaires. Et je rassure les uns et les autres, notre partenaire privilégié, c'est la France. Ce n'est pas par hasard que je m'exprime en français pour m'adresser aux Ivoiriens. C'est pourquoi
nous devons comprendre. Nous avons construit ou hérité de relations anciennes, bâties par nos devanciers. Oufo le disait, il a tracé les sillons, il nous appartient, nous, à nous, jeunes générations, de les élargir. Eh bien, la France, eh bien, elle sera toujours ce partenaire de choix privilégié, sans oublier que, eh bien, il y a aussi des technologies ailleurs qui peuvent nous inspirer, nous aider dans la fabrication de telle ou telle chose. C'est pourquoi, vous comprenez bien que nous serons là. C'est une bonne logique, dans une logique de diversification au plan donc de ces relations extérieures, sans renier nos amitiés, nos forces, nous puissions avancer et puis construire la Côte d'Ivoire pour le bonheur, aussi bien des Ivoiriens et des peuples avec lesquels nous allons entretenir ces relations désormais qui fait de ce que ce soit des relations gagnant-gagnant. Donc, M. Kouadio Konan-Bertin, avec toutes ces relations que vous avez, d'ici à 5 ans, à quoi va ressembler la Côte d'Ivoire? Je vais transformer totalement la Côte d'Ivoire. Je vous l'ai dit, mes chers compatriotes, les pays d'Asie qu'on cite aujourd'hui en exemple, pour la plupart, sont des pays qui n'ont rien, qui, heureusement, qui transforment tout. La Côte d'Ivoire est riche. Elle a tout. Malheureusement, nous ne transformons rien. Pour que nous soyons maîtres de notre destin, je vous propose que nous passions à cette autre phase, où Fouet nous l'a même indiqué. On nous a trop volé. Nous ne serons véritablement maîtres de notre destin que lorsque nous allons comprendre la nécessité de transformer sur place, dans des usines qui sont ici chez nous, nos matières premières. Une fois que ces conditions sont réunies, eh bien, je vous ai promis de faire ce qu'il y a à faire pour que la Côte d'Ivoire soit bon marché et que tous les citoyens du monde viennent faire leur shopping en Côte d'Ivoire comme ils le font aujourd'hui à Singapour et ailleurs d'autres. Vous voyez le cas de la Malaisie, ce sont des exemples que nous devons copier. Je vais transformer la Côte d'Ivoire et cela est possible en 5 ans. Par l'industrialisation, c'est 11 millions d'emplois que je crée, avec la formation adaptée qui fait que tous les Ivoiriens, qu'ils aient été à l'école ou pas, auront une formation qui les qualifie à quelque chose pour qu'ils aient une place. Et nous allons ainsi chasser la misère, pour que là où prospère la misère, eh bien là aussi prospère la guerre, l'indiscipline et le désordre. Houphouët-Boigny aimait le dire, ventre affamé n'a point d'oreille. Nous ferons en sorte que l'Ivoirien puisse se donner au moins 3 repas par jour. Ce n'est pas normal qu'un pays agricole, comme la Côte d'Ivoire, qui a tout à profusion, eh bien les Ivoiriens soient incapables de se nourrir et bien se donner 3 repas par jour. Il faut redonner au peuple de Côte d'Ivoire sa dignité, sa fierté nationale et faire en sorte que nous renégocions notre souveraineté nationale. Ça, c'est possible en 5 ans, à condition, chers Ivoiriens, que vous compreniez la nécessité d'adhérer à ce que je vous propose et que vous m'accordiez votre confiance ce dimanche. C'est le seul moment, pas ailleurs, pas après. Oui, parce que nous sommes jeunes, mais c'est un atout que c'est beau d'avoir, eh bien, à profusion, une jeunesse bravalide dans un pays qui doit se reconstruire. La jeunesse, c'est un atout. Parce que dans nos campagnes, pour ceux qui savent ce que c'est que aller au champ, ce n'est pas les vieux qui travaillent à la place des jeunes. Eh bien, les jeunes travaillent. Parce que c'est quand on est jeune qu'on est dynamique. C'est quand on est jeune qu'on a l'ambition. C'est quand on est jeune qu'on est productif. La Côte d'Ivoire a besoin justement de bras valides, de personnes physiquement au point pour la reconstruire. Un enfant qui au village passe son temps le lundi, le mardi et le mercredi à jouer au damier pendant que ses parents vont au champ, cet enfant-là est un enfant maudit. Jeunes de Côte d'Ivoire, je ne veux pas que vous soyez des enfants maudits. Levez-vous dès maintenant et retenez la chose suivante. On ne peut pas être éternellement des poseurs de bâches. Oui, on peut comprendre que vous posez des bâches à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans. Mais s'il y a 40 ans, vous continuez de poser les bâches, eh bien, posez-vous des questions. À quoi aura servi ma vie sur terre? Il y a un temps pour poser les bâches, il y a un temps pour s'asseoir sous les bâches. On ne vous fera pas l'injure de vous dire que vous êtes jeune. Oui, Houphouët le visionnaire, parce qu'il savait que c'est quand on est jeune qu'on peut construire. Il a donné à tous nos aînés leur chance dans la fleur de l'âge. Et en moyenne, à 30 ans,
Tous étaient aux affaires. Ils ont bâti la Côte d'Ivoire. Il y a eu le miracle économique. Pour ne prendre qu'un seul exemple, M. Bédié, à 30 ans, avait fait des merveilles au ministère de l'économie et des finances. Pourquoi à notre tour, vous voulez qu'on nous convainc à l'idée que c'est à 60 ans que nous serons bons pour le service? Eh bien, je vous apprends qu'à 60 ans, on part à la retraite. On est amorti, on est plus productif. C'est maintenant qu'il faut se battre pour se mettre au travail, pour comprendre la nécessité de servir la Côte d'Ivoire et du vivant de nos parents. Parce que je pense et j'imagine que nos parents devaient éprouver une fierté légitime à voir leurs enfants travailler de leur vivant pour leur procurer du bonheur. Parce qu'en Afrique, ne dit-on pas que quand on fait des enfants, c'est pour qu'ils nous donnent à manger quand nous n'aurons pas de dents. Très bien. Alors, je voulais, juste avant que nous nous séparions, je comprends, vous le dites avec beaucoup d'enthousiasme, hein, nous regardons, nous sommes heureux de savoir que... Alors, quand on est jeune comme vous, parce que je rappelle que vous avez 47 ans, oui, vous êtes 47. le plus jeune candidat, donc c'est juste ce que je dis. Hein. Oui, oui, oui. Je remarque aussi que, bien que vous ayez fait de manière assez brillante, en tout cas au sein de votre parti, beaucoup de chemin, au niveau des institutions, est-ce que vous en avez dirigé déjà pour être, J'ai été quand même pendant 10 ans conseiller technique auprès du maire François Micha. Et puis après? La plus grande commune de Trècheville est la commune Zassa. Et quand on est planteur à l'âge de 14 ans, qu'on a appris à connaître toutes les saisons pour étudier la terre dans ce qu'elle nous offre comme enseignement, croyez-moi, au plan politique, pour ce poste que je convoite, après avoir passé 30 ans au service du PDCI, en tant que militant actif, car je comptabilise au moins 25 ans de présence au bureau politique. Je comptabilise 12 ans de gestion de la jeunesse du PDCI-RDA. J'ai fait mes classes auprès de tous ceux qui sont là et qui comptent. Et ils savent très bien que l'élève a acquis des connaissances, il est prêt à gouverner et à servir la Côte d'Ivoire. Mon père Bédié reconnaît heureusement que je suis un soldat. Un soldat, c'est fait pour servir. Je suis prêt à servir le peuple ivoirien. L'expérience nécessaire, nous l'avons pour comprendre qu'il faut reconstruire la paix sociale, la stabilité de la Côte d'Ivoire, remettre les Ivoiriens ensemble pour qu'ensemble, on se mette à bâtir la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas du génie qui soit au-dessus de notre intelligence. Ces milliers de jeunes de Côte d'Ivoire qui ont fait leur cycle universitaire, leur cursus universitaire en Côte d'Ivoire, je crois, qui sont pétris de talent, de connaissances, pour que justement, eux aussi, se mettent au service de la Côte d'Ivoire. Je crois que nous en sommes capables. Alors, je reviens un peu, je crois comprendre que vous êtes au PDCI, vous êtes militant. Oui, vous restez militant du PDCI. À ce jour, je suis à jour de mes cotisations. Le parti me le prélève et Bédié signe mes cartes. Oui. Le président Bédié signe mes cartes. Je suis vice-président du groupe parlementaire du PDCI-RDA. Ah oui, M. Wassenaar me convoque toujours au réunion du groupe parlementaire. Je suis militant du PDCI pour l'instant. Je ne pense pas avoir commis un acte qui soit répréhensif au point d'avoir des difficultés. D'ailleurs, je crois que de nous tous, je suis le seul qui sert le mieux les intérêts du PDCI-RDA. Je me définis comme le gardien du temple. Je ne fléchis pas. Je ne change pas de boussole parce que je privilégie les cris de mon ventre. Non, je veux servir dans tout ce que je fais l'intérêt général. L'intérêt général commande que nous nous battions pour appliquer les résolutions issues d'un congrès. Et les militants, à l'unanimité, ont décidé que le PDCI ne peut pas se payer le luxe d'être absent de ces élections. Mieux, ils ont demandé qu'on ait un candidat actif, un militant actif. Si après, M. Bédié, même si je le respecte de façon cavalière, va dans son village natal et décide qu'on fasse autre chose, ce n'est pas en conformité avec ce qu'a décidé l'instance suprême du PDCI-RDA. Le Congrès est au-dessus de tout. Donc je suis un militant discipliné, je n'ai jamais été pris à défaut. J'avoue que, c'est vrai, Kakabe, j'avoue que le thème de façon cavalière pour votre père est un peu gênant pour moi. C'est mon avis, hein? Moi je pense. Hein? Je respecte votre avis. Très bien. Je ne suis pas venu sur ce plateau ce soir pour vexer mon père. Très bien, voilà. Et je le dis devant les Ivoiriens. Si lui aussi, comme vous, se sent vexé, c'est le lieu de retirer. Mais je veux dire, cette décision, elle n'a pas respecté les règles de fonctionnement du PDCI-RDA parce que Daoukro n'est pas une instance du PDCI. Très bien. Alors, nous sommes au terme de cette émission. Si vous êtes élu, en 1 minute 30 secondes, quelles seront
vos priorités pour ce pays que vous connaissez si bien? La première des choses, parce que je suis convaincu que plus rien ne nous sera possible si on n'est pas unis, je m'emploierai à réconcilier véritablement les Ivoiriens. Une fois que les Ivoiriens auront accepté de construire avec nous un nouveau pacte social sur les cendres de celui qui est en cours et qu'on se sera retrouvé dans le revivre ensemble, je leur dirai, comme il est beau pour des dévanciers de mettre leurs frangins, leurs enfants au travail. Je vais m'attaquer, eh bien, au chômage massif des jeunes. Et je vous ai démontré tout à l'heure par quel mécanisme je créerai au moins 11 000 emplois en 5 ans pour redonner de la vie et de l'espoir aux jeunes. Une fois que, eh bien, les Ivoiriens s'approprient cette nouvelle vision que je leur propose, en créant des richesses, nous pourrons à nouveau chasser, combattre et chasser la pauvreté pour que la Côte d'Ivoire, eh bien, redevienne ce grenier où tout le monde peut venir trouver à manger. Voyez-vous, mais si on n'est pas en bonne santé, rien n'est plus possible. C'est pour ça que je mettrai l'accent sur la santé. Et je vous ai dit, dans le désordre, on ne peut rien construire. La défense, la sécurité sera également une priorité. Mes chers frères, vous qui avez encore, malheureusement, une arme dans vos mains, alors que rien, aucun texte ne vous autorise à les avoir. Si vous aimez la Côte d'Ivoire, déposez ces armes. La guerre est terminée. Ce que vous vouliez là, ça a été fait. Vous avez atteint vos objectifs. Vous faites quoi encore avec les fusils dans vos mains? Si je suis président, regardez-moi bien dans les yeux. Si vous avez une arme dans votre maison, avant que je ne m'installe, comme disent les enfants, cherchez-vous. Je veillerai à faire en sorte que mon pays n'importe plus de produits qui soient nuisibles à la santé et à la vie. Ça veut dire que la drogue ne rentrera plus sur ce territoire. Ça veut dire que les armes, là, on ne va plus les importer comme ça. Faisons en sorte qu'ils refassent bon vivre en Côte d'Ivoire. Que ceux qui travaillent puissent jouir du fruit de leur travail et de leur souffrance. Quand ils se payent de belles voitures, il faut qu'ils puissent en jouir. Mais il ne faut pas qu'ils aient la peur au ventre. À chaque fois de rencontrer des braqueurs, des coupeurs de route. Ce n'est pas ça la Côte d'Ivoire. Voyez-vous, les chantiers sont énormes. Mais unis, nous pouvons faire face à ces chantiers et chasser la pauvreté de notre pays. Ce n'est pas une fatalité. Nous en avons les atouts, les hommes, les moyens, et la nature nous a fait grâce en abondance. Nous avons tout. Est-ce que vous savez qu'il y a des pays au monde où il ne pleut pas du tout sur 1-2 années? En Côte d'Ivoire, il pleut toutes les semaines, presque tous les jours. Mais attendez, comment on peut avoir une terre aussi bénie par Dieu Tout-Puissant et puis, par notre propre faute, dans le bricole, on en soit à présenter ce triste visage au monde, et finalement, nous passons à côté du sujet et les Ivoiriens se meurent tous les jours à nos côtés. Aujourd'hui, le discours des hommes politiques n'est plus audible. Le peuple de Côte d'Ivoire ne nous suit plus parce que la politique est devenue le lieu où on vient pour trouver la mort. Comment vous pouvez expliquer ça? L'Ivoirien aspire à vivre en paix. Ne l'effrayons pas. Ne les prenons pas en otage. Libérons-les pour que leur génie s'émancipe et qu'ils se mettent au service de notre pays. Très bien. Merci donc à M. Kouadio Kouna Bertin. Nous étions, mesdames et messieurs, nous étions accompagnés de M. Kouadio Kouna Bertin, candidat indépendant à l'élection prévue qui aura lieu dans 5 jours. Nous avions échangé avec lui sur tous les sujets. J'ai eu beaucoup de plaisir à également échanger avec Olivier Konan de Radio Côte d'Ivoire et Kadi Fadiga de RTI 1. Merci M. Kouadio Konan. Bon vent, c'est terminé donc pour ce soir. Demain est un jour nouveau. Bonne soirée.